Il est 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. « 12 juillet 1884, 12 juillet 2020, le Cameroun a commémoré il y a quelques jours le 136e anniversaire du traité Germano-Douala. Pour la petite histoire, mais alors en vraiment raccourci, c'est l'accord passé entre les rois Douala et les commerçants allemands, un traité de protectorat. Le Cameroun optera pour l'Allemagne en deuxième option, puisque l'Angleterre, sollicitée en premier recours, tardera à se décider, d'où le Toulet, consul, pour ceux qui gardent en mémoire l'histoire du Cameroun. Le traité Germano-Douala est un traité commercial signé le 12 juillet 1884 entre d'une part les rois Doumbelobé Bel et Akwadika, Mpondor, et d'autre part Edward Smith et Johannes Voss, représentant deux firmes commerciales allemandes. Plusieurs traités ont été passés avant celui-ci. Le contrat anglo-douala du 10 juin 1840, le traité anglo-douala du 7 mai 1841 et le traité anglo-douala du 29 avril 1852. Ces traités envisagent l'arrêt de la vente et le transport d'esclaves. L'accord anglo-douala du 13 décembre 1861 interdit de répondre à un meurtre par un acte semblable. L'accord Aqua-Warman du 30 janvier 1883 est relatif à la protection des biens et agents de la firme Warman à Aqua. Ce traité Germano-Douala diffère des traités précédents. Ce n'est ni un traité d'annexion, de cession ou d'occupation, mais un accord commercial, un traité d'attribution de sphères d'influence. Les deux rois expriment dans ce traité qu'ils abandonnent leurs droits concernant la souveraineté, la législation et l'administration qui se trouvent transférés aux deux firmes indiquées, moyennant plusieurs réserves qu'ils détaillent. Ces droits ne peuvent être transmis à une tierce autorité. Les traités d'amitié et de commerce qui les engagent à l'égard d'autres pays restent valides. Les terres et habitations sur le territoire concerné restent acquises à leurs propriétaires actuels. Les impôts actuellement prélevés par les autorités restent en vigueur. Enfin, les usages et coutumes locales restent en vigueur durant une certaine durée qui n'est pas spécifiée. J'y arrive. C'est un point très important de la vie de la nation qui s'ouvre avec l'ouverture du Cameroun aux puissances impérialistes. Après l'Allemagne, ce sera la France et l'Angleterre. Le Cameroun sera sous mandat et sous tutelle. Messieurs et dames, l'émission du Point littéraire de ce soir accueille un auteur qui vient faire évocation de la vie d'un héros national, en l'occurrence Douala Mangabel. Je n'en dirai pas plus. Le livre lui-même vous sera présenté, sa portée utilitaire. Et dit-on pas que très souvent ici d'ailleurs, et au besoin que le livre nourrit l'âme, installez-vous et prenez la position la plus favorable à votre aise. L'émission démarre maintenant. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman... j'écris tous les matins, à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, et quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM.
Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Que dire du livre de ce soir et de son auteur? Eh bien, le livre a pour titre « Un destin Douala Mangabel ». Il s'agit d'une pièce de théâtre qui a pour auteur le professeur Ndemo Foping. C'est une pièce de théâtre bien particulière. Elle ouvre sur une forme nouvelle d'écriture théâtrale que le cercle Le Claafoacom tente d'implémenter. Il s'agit donc d'une pièce à identité différente de celle des pièces traditionnelles. Le texte s'étend sur 177 pages et est segmenté en 3 actances, de 5 séquences pour la première et la troisième actance et de 4 séquences pour la deuxième actance. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, le livre parle de Douala Mangabel, visage de la résistance nationale qui se bat contre un décret d'expropriation des peuples Sawa-Douala de leurs terres en faveur des peuples blancs et allemands qui veulent bâtir le Grand Douala et implémenter une politique d'apartheid. Les blancs allemands d'un côté et les noirs camerounais de l'autre, et cela pour des raisons entre parenthèses d'hygiène. Le roi Bel mobilise autour de cette cause d'abord les rois Douala. Il rédige des pétitions, envoie son secrétaire Ngosodine à Berlin pour un plaidoyer en vue de l'annulation du décret. Douala Mangabel sera destitué chef. Il envisagera de renégocier le traité germano-Douala, entériné par son grand-père. Envisagera également le rapprochement avec d'autres puissances que l'Allemagne, celle-ci ne respectant plus les clauses de départ du fameux traité. Le roi Douala Mangabel sollicitera l'appui du chef, des chefs d'autres contrées, mais sera trahi et finira pendu à Douala pour des accusations allant jusqu'à la haute trahison et de mobilisation des fonds pour insurrection. Lui, Mangabel, qui refusera de se faire acheter pour laisser faire. Le professeur Ndemo Foping, qui a mis en page cette pièce de théâtre, est auteur d'un nombre assez impressionnant de livres. Il est poète, romancier, dramaturge, novelliste, conteur, mais également essayiste. Le professeur Ndemo Foping écrit en français, anglais, allemand, en bamileke aussi. En 1990, il gagne le prix de la meilleure nouvelle d'Afrique francophone avec sa nouvelle Kilomètre 30. Président du cercle littéraire Claafoacom, il a fait ses études successivement à Bamougoum, son village, à Bafoussam, puis à l'université de Yaoundé 1 et à l'université Paris-Sorbonne. Il est professeur tour à tour dans les universités camerounaises et étrangères, notamment à l'université de Douala et à Purde University aux États-Unis d'Amérique, où il est associate professeur. Professeur Ndemo Foping, bonsoir et bienvenue. Merci, sur nos antennes. Rapprochez-vous un tout petit peu du micro, s'il vous plaît. J'espère que vous vous sentez très bien. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Chez nous, chez vous. Oui, chez vous, c'est chez nous. C'est chez moi également. Je me sens chez moi. Alors, lorsqu'on égrène votre bibliographie, on se rend bien compte qu'elle est pleine. Aussi bien votre biographie, aussi bien votre bibliographie. D'abord, les nouvelles, elles sont à un nombre incalculable, les romans également, les pièces de théâtre. On se demande, est-ce que le professeur a un instant pour souffler? Oui, je souffle en écrivant. L'écriture, c'est ma façon de souffler finalement. Oui, donc je travaille
de jour, de nuit. Bon, je me dis même que je n'ai pas droit au repos. J'ai droit au travail et je vais jusqu'à 1h, 2h du matin, parfois jusqu'au matin. Vous écrivez? Je prends plaisir à composer, à lire, à écrire, à composer. Vous écrivez à tout moment de la journée? À tout moment de la journée, oui. C'est quand je suis fatigué que je prends un bout de quelque chose ou un citron ou un jus de toute façon, mais après je me remets au travail. On voit bien lorsqu'on regarde vos livres que ça date depuis beaucoup d'années, que vous êtes... Depuis 1975. 1975. Étudiant. Oui, étudiant. Déjà, encore étudiant, mais déjà attiré par l'écriture. Oui, par l'écriture. J'avais commencé par la poésie. Enfin, mon premier poème date de la classe de 3e. Et à l'université, je me suis dit, écoutez, pourquoi est-ce que les gens écrivent? Est-ce qu'ils ont des cornes? Il faut que je m'y mette. Et j'ai commencé par la poésie, puis j'ai fait le théâtre et même après l'école, j'ai continué d'écrire jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes un écrivain multifacette, vous écrivez des pièces de théâtre, vous êtes dramaturge, vous êtes poète, romancier, novelliste, conteur. Ça fait quand même plusieurs branches sur le même arbre. Oui, parce que je me dis que tant que je suis inspiré, j'écris. Et je me dis que je ne suis pas né pour un genre d'écriture. C'est sur le terrain, à l'œuvre, au mur, même au pied du mur, que je vois jusqu'à quel point je peux écrire et quel genre de mur je peux écrire. Je tente tout et quand ça marche, j'y vais. Et si Dieu m'a donné un cerveau pour dans plusieurs genres, j'y vais. S'il y avait un genre littéraire que vous préférez, c'est lequel? Que je préfère, je sens que partout là, il y a de la poésie. Partout. Même dans la prose, il y a de la poésie, même en français, en anglais et en ngomba. J'ai l'âme de poète. En plus de faire dans tous les genres littéraires, vous écrivez dans plusieurs langues. Ah oui. Le français, l'anglais, l'allemand, mais également le bamileke, une langue nationale. Oui. Oui, j'écris en langue bamileke et c'est là que je me sens le plus à l'aise. Et sur le plan de l'écriture et même sur le plan idéologique, parce que je me dis que le français, c'est la langue maternelle de Victor Hugo et de Jean-Paul Sartre. L'anglais, c'est la langue maternelle de Shakespeare. Et je dois écrire également dans ma langue maternelle. Professeur d'université. Oui. Jusqu'à présent, vous donnez cours à l'extérieur du pays, aux États-Unis d'Amérique, oui. Au Cameroun. Les réalités ne sont pas les mêmes. Vous vous sentez plus mieux valorisé au Cameroun ou alors à l'extérieur? À l'extérieur, je me sens mieux valorisé à l'extérieur, particulièrement aux États-Unis où j'enseigne au département d'allemand de Purdue University et j'enseigne l'interculturalité germano-africaine. Le cours se fait en allemand, mais parfois des étudiants non germanisants sont intéressés et là je fais le cours en anglais. Donc je suis à l'aise là-bas parce qu'il y a moins de gens et puis le confort, la considération même donnée à l'enseignant, c'est plus qu'au Cameroun. Au Cameroun, vous avez déjà eu à publier plusieurs ouvrages, on l'a dit, mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur Un destin Douala Mangabel. C'est un livre assez récent, il est sorti. Oui, que j'ai écrit aux États-Unis justement. Oui. Ça vient de sortir, mais je l'ai écrit aux États-Unis parce que le cadre s'y prête, la famille n'est pas là nombreuse, j'étais juste avec madame, donc j'étais plus concentré et je peux facilement faire des recherches sur Internet et dans les nouvelles technologies et composer l'œuvre. C'était quoi le déclic pour écrire particulièrement sur Douala Mangabel? Pourquoi lui et pas les autres? Le déclic, parce que nous sommes à un moment de la construction de la nation où il faut du patriotisme, il faut du sacrifice. Et je me dis que les hommes politiques font moins de sacrifices. Oui. Et il faudrait donc une œuvre comme celle-là pour leur montrer que dans le passé, il y a des gens qui se sont laissés mourir, se sont laissés tuer pour le Cameroun. Il faut écrire ce genre d'œuvre pour réveiller le sentiment national, particulièrement chez les jeunes. Il faut conter la vraie histoire aux Camerounais. Il faut que la vraie histoire soit racontée et connue de tous. Oui, il faut que la vraie histoire soit racontée parce que l'écrivain a une sorte de devoir de mémoire. Il ne faudrait pas que les grands héros comme Douala Mangabel pourrissent dans l'histoire pendant qu'on nous montre de faux exemples aujourd'hui, alors qu'il y a des vrais exemples dans le passé. Il faut exhumer ce genre de faits historiques et les littérariser, c'est-à-dire les rendre
gérable sur le plan esthétique, sur le plan littéraire. Tout à fait. Et vous d'ailleurs, vous le dites au niveau de la préface, vous faites savoir que Un destin d'Ouala Mangabel n'est pas un livre d'histoire, mais une œuvre littéraire tirée de l'histoire. Oui. Comment comprendre? Comprendre, c'est qu'une œuvre d'histoire, c'est la fidélité aux faits. Parfois des faits qui obéissent à des jeux de hasard et à des faits non construits, alors qu'en littérature, il y a l'élément esthétique, parce qu'une œuvre d'art, une pièce de théâtre doit être d'abord une œuvre d'art, c'est-à-dire plaire, émouvoir. Et on doit ajouter certains ingrédients ou bien retrancher, restructurer certaines autres pour rendre l'œuvre belle. C'est pour ça que l'œuvre dont je dis que c'est une œuvre d'histoire, une œuvre littéraire, mais sortie de l'histoire. Donc il faut travailler l'histoire pour lui donner une esthétique littéraire. On va chercher le vrai, l'histoire, mais on l'embellit un tout petit peu à travers certains éléments qu'on peut ajouter à l'intérieur. Oui, ou ajouter ou retrancher, peut-être pas embellir, mais reconstruire, remanier, retoucher pour donner une structure, une forme littéraire. Il y a une sorte d'esthétique dramatique qu'il faut créer. Il y a un peu comme un contraste. Je ne sais pas, peut-être ça peut être mal perçu, du moins mal interprété. Il y a un ciel bleu, tout bleu. Oui. Mais il y a des écritures en rouge, le sang. Oui. Pourquoi mettre des éléments qui pourraient être perçus comme contradictoires finalement? Oui, ça, vous parlez des paratextes. Oui. Il y a le ciel bleu et il y a le soleil. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui se sacrifie pour donner l'espoir au pays, pour donner un futur radieux au pays. Oui, l'avenir. Le rouge, c'est le sang versé par Ouala Mangabel, et le bleu, c'est la prospérité future. Le soleil, c'est ce qu'on attend, et puis c'est décliné en politique par des slogans comme émergence et consorts. Alors, professeur Demofoping, on a l'impression que vous initiez à travers cette pièce de théâtre une nouvelle façon, une nouvelle approche théâtrale. La pièce de théâtre que nous avons en face de nous n'est pas comme celle qu'on a souvent l'habitude de connaître. On parle d'actes généralement dans les pièces traditionnelles, d'actes de scène, mais ici, on parle d'actance et de séquence. Oui. Il s'agit ici d'une application théâtrale à une théorie littéraire, parce que, comme vous avez dit au début, je suis président d'une association littéraire qui se veut même école et courant littéraire. Donc là-bas, nous cultivons une nouvelle façon d'écrire la littérature, qui est une remise en question et une évolution par rapport à l'écriture ancienne. Le théâtre classique tel qu'on le connaît, c'est cinq actes, et puis les actes sont divisés en scènes. Nous avons dit, mais l'art doit évoluer. Et nous ne devons pas attendre que ce soit les autres qui fassent évoluer l'art pour qu'on suive. Nous pouvons prendre le devant, prendre l'avant-garde et créer. C'est ainsi nous avons mis sur pied une nouvelle écriture où l'œuvre n'est pas structurée en 5 mais en 3. Où les divisions ne sont pas des actes mais des actances, avec la différence que actance, c'est mettre l'accent sur l'action, sur l'intrigue, et avec des actants pour dire que l'accent est mis pas tellement sur les individus mais aussi sur les faits historiques, sur des êtres non anthropologiques. Il s'agit donc d'une identité proprement camerounaise que vous essayez... proprement pas camerounaise, proprement Afro-Akom. Afro-Akom. L'initiative part du cercle Afro-Akom. Oui, du cercle Afro-Akom. Mais vous imaginez bien qu'il faut, à un certain moment, étendre cela, peut-être... Au Cameroun, à l'Afrique, au monde francophone et au monde. Parce que si le théâtre classique a gagné jusqu'au Cameroun, pourquoi est-ce que le théâtre Afro-Akom ne gagnerait pas jusqu'au Vietnam? Donc il ne s'agit pas d'un théâtre camerounais, mais d'un nouveau théâtre initié par le club Afro-Akom et qui est appelé à gagner le monde. Avant de revenir sur le livre qui nous intéresse ce soir, le club Afro-Akom. Oui. C'est une initiative qui part d'où? Ça fait combien d'années d'existence? C'est une structure, une association qui part de 2007. Le 7 janvier 2007, j'ai fait une affiche, un appel aux écrivains, et j'ai affiché au Centre culturel français, qu'on appelle ainsi français aujourd'hui, au Centre culturel camerounais à l'université, pour demander aux écrivains de se joindre à moi pour qu'on crée un mouvement littéraire. Et des gens m'ont écrit, m'ont téléphoné, et effectivement le 7 janvier, en mai, on s'est réunis. Et on a créé la structure. On l'a appelé Afro-Akom. Vous allez demander pourquoi peut-être... Justement, pourquoi Afro-Akom? Afro-Akom, c'est une divinité, une statue du Nord-Ouest. Et nous nous sommes dit,
nous n'allons pas appeler le cercle Victor Hugo, cercle Jean-Paul Sartre, cercle Molière. Pourquoi chercher toujours nos repères ailleurs? Il faut chercher nos repères à l'intérieur. Et une divinité, donc, comme Afro-Akom, nous l'avons prise comme notre marraine ou notre parrain. Oui. Alors, le cercle Afro-Akom, depuis 2007, est-ce que vous avez l'impression que l'initiative commence à porter des fruits? Est-ce qu'il y a une réelle mutation entre 2007, où le mouvement a commencé à prendre corps, et 2020 aujourd'hui? Oui, il y a de l'évolution, ça a pris corps, c'est-à-dire quand on en juge par la production, il a fallu d'abord s'asseoir, tenir des réunions, discuter, expliquer, commenter et montrer le sens où on veut aller, mettre les balises et tomber d'accord et se mettre à créer. Et à partir de 2012, la première œuvre est sortie, c'était un recueil de poèmes. Et après, aujourd'hui, on écrit déjà en langue maternelle. Il y a le Ngomba, il y a également la langue Eton. Et d'autres poètes ont commencé à produire des œuvres sur l'écriture poétique Afro-Akom. Donc les œuvres commencent à sortir. Et je me dis que donc c'est la preuve que ça mord. Alors, le cercle Afro-Akom, c'est un groupe d'écrivains. C'était également un cercle d'initiation à une littérature proprement bâtie. Au milieu de ce cercle-là, le cercle Afro-Akom, c'est également une philosophie, un courant de pensée, un courant littéraire. Oui, c'est un courant, une idéologie même. Tout cela est associé. Sur le plan idéologique ou philosophique, nous sommes sur une littérature basée sur nous-mêmes, partant de nous-mêmes, inspirée de nous-mêmes. C'est pour ça que la divinité qui préside au destin de ce groupe, c'est donc Afro-Akom. Et cela donne le fait que nous nous détachons du carcan du colonialisme, même du néocolonialisme, nous détachons du suivisme occidental pour pouvoir être nous-mêmes des créateurs, mais être des créateurs qui prennent le devant et pour que d'autres personnes, d'autres pays, d'autres civilisations nous suivent. Et à partir de là, on s'est dit, la littérature a évolué. Sur le plan poétique, il y a eu la poésie classique. Et après, au XXe siècle, les Français ont créé la poésie moderne basée sur les vers libres. Et on s'est dit, des gens font évoluer la littérature. Pourquoi devons-nous attendre que ça évolue et nous imitons, ça évolue, nous imitons? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre le devant et créer aussi et nous faire suivre par d'autres personnes? Donc là, Afro-Akom, initiation à une nouvelle idéologie, du moins un nouveau courant littéraire, pas seulement sur le fond, mais également sur la forme. L'approche au niveau de l'écriture du roman, c'est pas pareil que le roman connu. Également au niveau de la poésie, c'est pas pareil. Particulièrement au niveau de la poésie, c'est là qu'il y a l'élément radical de changement. La poésie occidentale, particulièrement française, a été construite sur l'alexandrin, le vers de 12 syllabes. Et une petite ou grande révolution qu'on a opérée au sein de Afro-Akom, c'est de créer la comien. La comien. Dans le vers de 14 syllabes, rythmement en 7+7, qui vient en quelque sorte prendre la place de l'alexandrin. Autrement dit, les Français et les francophones passent de la poésie classique rimée et rythmée avec l'alexandrin à la poésie moderne, libre, avec des vers libres. Nous disons, nous allons réconcilier la poésie avec elle-même en faisant le rythme, mais un nouveau rythme qui ne soit plus l'alexandrin rythme en 6+6, mais la comien rythme en 7+7, en y ajoutant maintenant d'autres maîtres pour varier un peu, comme le maître de 9 syllabes, le maître de 7 syllabes, le maître de 3 syllabes. Tout cela basé sur la culture africaine, l'esprit du sacré, parce que le 7, le 9, le 14 en 7+7 et le 3, c'est des chiffres sacrés en Afrique et d'ailleurs dans le monde. Donc c'est la base de notre écriture poétique, mais sur le plan dramatique, tel que vous voyez également, cette œuvre ici est en vers. Tout à fait. C'est rare de rencontrer aujourd'hui des écritures en vers, mais on a écrit donc en vers et en vers à combien, et structuré le pas en 5 parties, mais en 3. Et les actants sont structurés non pas en scène, mais plutôt en séquence. Et la différence entre la scène et la séquence, c'est sur le plan technique.
une scène dépend du nombre de personnages. Quand un personnage s'ajoute, c'est une nouvelle scène. Oui. Quand un personnage se retire, c'est une nouvelle scène. Tout à fait. Alors que la séquence, c'est plutôt une séquence d'action. Que les personnages s'ajoutent ou se retirent, mais tant que c'est le même problème qu'on traite, c'est la même séquence. C'est ça la différence entre la scène et la séquence. Et nous jouons donc comme ça sur la poésie et sur le théâtre, il y a du nouveau. Sur le roman, il y a moins de nouveautés, mais c'est dans la thématique, dans le fond, dans le choix des thèmes qu'il y a la nouveauté spécifiquement à Commiègne. Pause. De présenter aussi bien le théâtre que la poésie lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on écoute vos explications. Oui. Alors, le Club Afro Acom aujourd'hui a beaucoup de sympathisants. Y a-t-il suffisamment de membres, de personnes à même de porter oui, il y a suffisamment de personnes et suffisamment en qualité. Oui. Peut-être pas en quantité, mais en qualité. Et vous savez, généralement pour les associations de type culturel, au début, il y a beaucoup de gens. Oui. Mais après, c'est des feuilles de paille, les gens attendent le gain matériel immédiatement et après, ils sont déçus et s'en vont. On a commencé par une vingtaine de membres. Actuellement, il y a 10 ou 12 qui viennent régulièrement. Et surtout, ce qui nous plaît, c'est que c'est des producteurs. Donc des gens qui ne viennent pas seulement regarder, assister tous les jours, mais qui produisent des œuvres. Qui participent. Qui participent aux réunions, mais qui sortent des livres, des livres de poésie. Et il y a maintenant de nouveaux membres, c'est ça qui me plaît beaucoup, qui composent déjà des recueils de poèmes à Commiègne. Oui. Et qui arrivent effectivement à respecter les codes. Les règles d'écriture, qu'on appelle les canons à Commiègne, la comicité, et tout cela. Alors vous faites une littérature différente, avec, en mettant en avant, on a pu le remarquer lors de la rentrée culturelle, il y avait plusieurs langues qui étaient parlées. Donc, vous mettez également en exergue les langues nationales. C'est pas rien, c'est dans ce courant, c'est un point quand même névralgique. C'est l'une des particularités du groupe, c'est-à-dire que nous disons les écrivains du monde écrivent dans leur langue. Les écrivains croates écrivent en croatien, les écrivains danois écrivent en danois. Oui. Même si le pays est petit, les gens écrivent dans la langue ou dans les langues du pays. La littérature suisse, c'est dans les langues suisses, c'est-à-dire en français, en allemand, en italien et en romanche. La littérature belge, c'est en flamand et en français. Donc nous avons des langues et nous devons donc écrire également dans nos langues. Mais nous nous sommes dit, nous sommes dans un monde d'ouverture où le français est venu, l'anglais est venu, et en écrivant dans une langue très répandue, on n'a plus de chance d'être lu. Donc, on se dit, un écrivain à Commiègne doit avoir des œuvres en français, en anglais ou en anglais, mais également des œuvres dans sa propre langue. Pas seulement en français ou pas seulement en anglais, mais pas seulement aussi dans sa langue. Il doit aussi écrire dans une langue qui lui permet d'être connu hors du pays. Ça joue sur sa carrière. Tout à fait. Donc, il faut aller côtoyer également les autres sur leur terrain et peut-être leur apporter un plus. Oui, leur apporter un plus, surtout qu'on est dans un monde d'ouverture, parce que l'un des principes du Club Afro Acom, c'est nous ouvrir au monde et ouvrir le monde à nous. Voilà. Alors si on reparlait un tout petit peu encore de ce livre, Un destin Douala Mangabel, considéré aujourd'hui comme un héros national, et dans le fond, on voit bien que c'est un message de patriotisme qui est célébré. Aujourd'hui, il faut amener les uns et les autres à plus de patriotisme, c'est ce qu'on peut comprendre. Oui, il faut amener les gens à plus de patriotisme, à plus de sacrifices pour la nation. C'est-à-dire que les gens apprennent à mettre un peu de côté leur intérêt personnel et posent des actes qui font gagner la nation, même si au niveau individuel, ils sont perdants. Au lieu qu'on cherche à saccager le pays, au lieu que chacun cherche à gagner son petit coin, son petit bout de pain, son petit bout de poids, au détriment de la nation, il faudrait poser des actes qui construisent le pays. Il faudrait, comme on dit en bamileke, pleurer le pays. Alors, à l'intérieur également de cette pièce, on se rend bien compte que la trahison a été quand même l'un des éléments qui abrège rapidement le combat d'un homme qui s'est pourtant battu pour non seulement l'émancipation des peuples douala, mais de l'ensemble du Cameroun. Ah oui. Et ça doit faire polémique, même sur le plan historique, savoir si des gens ont trahi ou si des gens n'ont pas trahi.
Toujours est-il que la flamme patriotique n'est pas égale chez tout le monde. Oui. Dans l'œuvre, il y a des héros, des grandes personnalités nationales qui sont plus patriotiques que d'autres. Et particulièrement pour le roi Bamoun, il y a la discussion quant à savoir si le roi avait trahi ou pas. Mais le fait, c'est que le roi a parlé aux Allemands, aux prêtres allemands, et c'est les prêtres allemands qui sont allés voir le blanc. Ce n'est pas que le roi lui-même est allé directement dire au blanc que Douala Mangabel m'a écrit pour demander telle chose. Mais il a réuni le prêtre, les prêtres, et leur a dit voici ce que j'ai reçu de Douala Mangabel. Et les prêtres, maintenant étant de mèche, évidemment, avec l'administrateur, sont allés le dire ouvertement. Trahir, oui. Il est jugé forcément. C'est pas un procès nettement équitable. C'est pas équitable du tout. Oui, il y a beaucoup d'injustice là-dedans, beaucoup de trahison, beaucoup de contre-vérité. Mais on sent que c'est un procès qui a déjà une direction, qui a déjà une sentence telle que, quelle que soit la défense de l'accusé, il finira par être condamné. Des témoignages qui sont jugés fabriqué, créé uniquement pour condamner un homme dont la probité morale ne faisait aucun doute. Il a refusé de vendre son pays pour quelques billets d'argent. Ah oui, oui, effectivement. Et c'est ça qui ne plaît pas aux Blancs, parce que le Blanc voudrait travailler avec des traîtres et des gens prêts à vendre la nation. Et donc, quand il bute sur ce genre de personnes, la seule solution, c'est lui de trancher la tête, d'autant plus que la guerre approche. La Première Guerre mondiale frappe déjà à la porte. Et on s'est dit, ça, c'est des gens qui vont nous vendre aux Français, nous vendre aux Anglais. Malheureusement, ils l'ont fait, mais ils ont toujours perdu le Cameroun. Heureusement, il n'y aura pas d'apartheid, du moins, il n'y aura pas de division de Douala, du Grand Douala. D'un côté, les Blancs et de l'autre côté, les Noirs. Le combat a quand même finalement payé, même si Douala Mangabel est parti. D'autres ont pris le flambeau. Oui, d'autres ont pris le flambeau après lui. Et aussi le maître a changé, ce n'est plus le maître allemand. Et le maître français qui est arrivé n'a plus appliqué le projet du Grand Douala qui consistait en cet apartheid géographique. Oui. Bon, un peu comme dans le roman de Mongo Betty, Ville créée, il y a Tanga Nord, Tanga Sud. Ils ont voulu créer ce phénomène à Douala. Heureusement que la guerre est venue mettre fin à ce projet, sinon la situation pouvait dégénérer et être plus grave que cela. Alors on va aller dans l'histoire, on prendra un classique littéraire et puis on va revenir. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. L'enfant noir de l'écrivain guinéen Camara Laye est le classique littéraire de cette édition. C'est une œuvre autobiographique, passionnante. Annie-Lisette Ambassa, bonsoir. Par Jean-Jacques Foucault. L'enfant noir est le premier roman de Camara Laye, publié à Paris, en France, en 1953. Considéré comme l'un des textes fondateurs de la littérature africaine contemporaine, cette œuvre largement autobiographique a reçu le prix Charles Vélan 1954 et inspiré en 1995 un film du même nom réalisé par Laurent Chevalier. Le livre est précédé d'un court hommage en vers de l'auteur à sa mère qui symbolise toutes les femmes africaines et joue un rôle important dans le roman. Laye est un jeune garçon noir qui vit avec ses parents à Korosa, un village de Haute-Guinée. Son père, forgeron et orfèvre, lui enseigne les techniques de son art. Laye rend parfois visite à sa grand-mère qui habite à Tindikan, un village voisin où il a découvert la paysannerie. À Korosa, il va à l'école française. Il entre dans l'association des non-initiés où il apprend la mort de son ami Cheikh. Après avoir obtenu son certificat d'aptitude professionnelle à Conakry, Laye se voit offrir la possibilité de continuer ses études en France. Après hésitation, il finit par accepter cette offre avec son ami Marie. Ce livre est donc celui d'un homme mûr qui se penche à travers le temps et l'espace sur son passé,
Tout commence dans son petit village où, vu par les yeux d'un gamin de 5 ans, la vie traditionnelle se déroge avec bonheur entre sa mère, son père forgeron, sa grand-mère, sa famille et ses amis. Le récit se termine. Un plan de Paris en poche dans l'avion qui l'amène en France et qui l'éloigne durablement de ses proches, clôturant ainsi définitivement son enfance. Ce récit est passionnant car il plonge son auteur dans la vie d'un village africain des années 1930, probablement bien éloigné de ce qu'elle est aujourd'hui. Les différentes étapes de la vie d'un enfant y sont décrites fidèlement, le point culminant étant celui de la circoncision, véritable entrée dans le monde des adultes. Ces descriptions fidèles font de ce livre un témoignage unique sur une Afrique sahélienne imprégnée d'un islam bien particulier, car matinée d'animisme que l'on découvre à travers un mystérieux petit serpent noir ou par des relations particulières avec les crocodiles. C'est enfin une description du monde de l'enfance qui n'est pas sans similitude avec ce que l'on peut vivre sous d'autres latitudes. En cela, ce livre touche à l'universel, chacun pouvant se retrouver dans le portrait de cet enfant quand il narre ses relations avec sa grand-mère, ses oncles, ses amis, les grands à l'école, son premier amour. Le style de l'auteur, direct, vivant et alerte, en fait un ouvrage facilement accessible qui n'intéressera pas que les passionnés d'Afrique. Indispensable à qui aime la lecture, en général, L'Enfant Noir mérite bien un succès qui ne se dément pas depuis sa parution en 1953. Kamaralai, l'auteur, est né le 1er janvier 1928 à Korosa, un village de Haute-Guinée. Il est mort le 4 février 1980 à Dakar, au Sénégal. C'est un écrivain guinéen d'expression française. Kamaralai est un haut fonctionnaire qui a eu comme distinction principale le prix Charles Vellon. On a revisité L'Enfant Noir de l'écrivain guinéen Kamaralai. On imagine bien que vous, étant professeur, vous avez certainement dû enseigner, ou dû également étudier cet ouvrage-là. Oui, je l'ai d'abord lu personnellement et j'ai donné des parties de cela comme devoir aux élèves des lycées, comme j'ai enseigné dans les lycées. Oui. Après plusieurs années au niveau de l'enseignement, on continue à prendre plaisir, à donner cours, à transmettre le savoir. Oui. Chaque année, c'est une nouvelle expérience. Je dirais même que chaque classe est une nouvelle expérience. Donc, ça fait plaisir de partager le savoir, de former l'être humain de demain. De voir les jeunes étudiants de la première année devenir plus tard un peu plus grands. Oui, quand on les rencontre dans la vie, parfois en Allemagne, même j'ai rencontré un étudiant en Allemagne, l'autre aux États-Unis, et puis c'était un grand plaisir quand il dit vous avez été mon professeur. Donc, parfois, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout le monde. Non, c'est quand il donne son nom que je dis ah oui, je revois les listes, je vois non comme ça dans les listes. C'est des gens qui grandissent. Oui. Et ils sont nombreux aussi devant toi. Alors, lorsqu'on a 4 langues qu'on parle, qu'on maîtrise, la langue française, la langue anglaise, l'allemand, le bamileke, le ngamba, le romala, un peu de beti, un peu de douala. Alors, vous êtes plutôt très polysémique. Polyglotte, exactement. C'est le mot que je cherchais. Vous parlez plusieurs langues avec aisance. Comment est-ce que vous arrivez à le faire sans trop de difficultés? Je ne peux pas expliquer. Ça peut être un génie personnel. Je n'ai pas de difficulté à passer d'une langue à l'autre. Et cela s'est remarqué déjà depuis le secondaire. Les cours de français, les cours d'anglais, les cours d'allemand. Mais au début, je voulais être professeur d'allemand. Il faut déjà être professeur d'allemand. C'est parce que je voulais être professeur de ceci, professeur de cela. Et arriver à l'université, je dis, mais je vais être professeur d'anglais. Et à chaque fois, je m'y mettais. Arrivé au quartier, les voisins parlent des langues camerounaises. Je les attrape comme ça, là. Donc, on peut expliquer ça juste par une sorte de don personnel. Alors, en langue française, vous avez publié plusieurs livres. On l'a dit au début, Un destin Douala Mangabel, le livre qui nous intéresse en ce moment. Aller et retour, c'était en 1978, toujours une pièce de théâtre.
Vaincre et mourir 1979, Shi Wang 1991, L'arbre sacré 1999, la poésie également, Bourgeois d'aurore en 1975, on imagine bien que ça a été réédité en 1980. Oui. Vers d'orage 1980, réédité en 1990, Poémette 97, La plage du langage. Vous avez également des romans, Cet aéroport à Mungum 1985, Au cœur du piège 2004, Le vieux naître sans médaille 2010, un peu comme une réponse. Exactement, c'est une réponse, c'est la suite. C'est la suite. Oui. Maintenant, les nouvelles... Mais c'est pas encore publié, tout ça là, on a apparaître. Oui. Donc, le travail effectué, il est encore déposé Oui, il est encore dans les tiroirs, comme on dit, mais c'est dans les machines. C'est en 2020, 2021 que je vais les sortir. Alors, les éditions Acom les éditions ont déjà pu sortir plusieurs ouvrages même. Oui. Alors, ils sont au nombre de combien ces textes qui ont été une vingtaine d'auteurs, donc contre une trentaine d'ouvrages déjà depuis 2017. Depuis 2017. Oui, depuis 2017, donc ça, le nombre ne fait qu'augmenter. Est-ce qu'il faut être absolument membre du cercle? Non. C'est une maison d'édition ouverte à tout le monde. Les auteurs qui sont publiés sont de Douala, sont de Bafoussam, sont de Yaoundé. Certains sont membres de l'association, d'autres c'est ouvert carrément au grand public. Oui. Alors, le livre que nous avons en ce moment, puisqu'il est disponible, on peut le trouver où? On peut le trouver en librairie au Peuple Noir, Peuple Africain. Peuple Noir, Peuple Africain. Oui, et chez l'éditeur. Oui. Il est également possible de contacter l'auteur directement pour soit avoir peut-être le livre ou alors pour avoir davantage d'informations sur le plateforme. Oui, effectivement, contacter l'auteur. Oui, peut-être quelques numéros de téléphone pour que nous... Le numéro de téléphone, des gens ont beaucoup de numéros, je n'ai qu'un seul, qui est Orange, 6 99 86 42 40. Il faut le reprendre. De plus, 6 99 86 42 40. On va revenir sur le numéro tout à l'heure, parce que certainement des auditeurs pouvaient être discrets. Est-ce que vous êtes satisfait lorsque il vous arrive de relire la pièce de théâtre Un destin Douala Mangabel? S'il fallait refaire ou redire ou retoucher? Oui, donc quand je lis, je suis ému, parfois ému jusqu'aux larmes. Je me demande si c'est moi qui ai écrit ça. Comment j'ai pu me concentrer pour écrire telle chose. Et parfois, je redécouvre, donc c'était comme ça dans le contrat de 1884, c'était donc ça fait une sorte de révision. Donc, je me redécouvre en relisant l'œuvre. Particulièrement pour Douala Mangabel, qui, à force d'être retouché, d'arriver à la version actuelle, qui me satisfait largement. Donc il y a eu plusieurs versions avant cette dernière. Surtout que c'est de la poésie, il y a des vers qui ne me plaisaient pas beaucoup, des vers par erreur qui ne donnaient pas 14 syllabes, il fallait retoucher, des vers qui ne concordaient pas avec les répliques de ce qui précède, j'ai dû retoucher, harmoniser, et puis des membres l'ont lu pour faire des suggestions, j'ai également retouché, harmonisé, jusqu'à arriver à la version actuelle. Globalement, le retour qui vous arrive, parce qu'il y en a qui ont lu le texte. Oui, il y en a qui ont lu le texte. Que pensent-ils globalement du livre? Mes professeurs, mes collègues, professeurs d'université particulièrement, sont impressionnés et demandent que le livre soit connu et qu'on en parle dans les médias et qu'on joue. Ils veulent voir ça sur scène. Est-ce qu'il y a justement un programme pour une représentation éventuelle dans les jours à venir? Parce que le théâtre, c'est également le jeu. Il y a un programme là-dessus avec l'acteur Stéphane Chonan, qui est le chef de théâtre de l'association. Et on voudrait, une idée, c'était d'abord de passer par les réseaux sociaux, jouer certaines séquences sur YouTube pour mordre, accrocher le public. Et après, on pense à jouer dans une grande salle. Malheureusement, c'était prévu pour le 1er août 2020. C'est cette histoire qui est dehors là, qui freine un tout petit peu lancement l'année prochaine. On voudrait jouer cela le 1er août, le jour où on a pendu effectivement Douala Mangabel en 1914. On voudrait jouer à cette date anniversaire là.
pour effectivement marquer les consciences et faire ressurgir l'histoire, du moins dans la mémoire de ceux qui sont encore en vie. Ah oui, oui. Alors, à côté de cette pièce, Un destin de Douala Mangabel, vous avez amené pour nous ici à la radio quand même quelques textes. Et c'est assez impressionnant. Vous avez réussi à faire un dictionnaire. Plusieurs mots. Environ 24 500 mots. Oui. La langue, c'est le Ngomba. Oui. La langue Ngomba, c'est une langue bamileke, parlée par environ 500 000 personnes. Donc, la langue Ngomba est parlée dans la Mifi, les Bamungum, dans les Bambotos, les Bafunda, dans la Menois, les Bansois, et dans les hauts plateaux, les Bameka et les Bamenjou. C'est même parlé dans le Noun par les gens qu'on appelle les Mangam, dans la rive gauche. Donc au total, ça donne quelques 500 000 personnes qui parlent cette langue. Et le Ngomba, le mot Ngomba également se retrouve comme nom d'une des langues du nord-ouest autour de Bamenda, dont particulièrement à Bali, à Mankon, leur langue également s'appelle Ngomba. C'est une coïncidence, mais en même temps, ce qui montre que les peuples du nord-ouest et du sud-ouest, c'est en fait le même peuple. Oui. C'est les mêmes langues, les mêmes cultures, c'est l'histoire qui est venue les scinder en deux. Et certains ajoutent le français à leur langue maternelle, pendant que d'autres ajoutent l'anglais. Ça donne l'impression que c'est des peuples différents, alors qu'en fait, c'est le même peuple. C'est un continuum historique et social. À vous écouter, on a l'impression qu'il y a eu un grand travail de recherche en amont avant de pouvoir produire le dictionnaire qui est désormais disponible et consultable. Oui, il y a un grand travail auprès des locuteurs au village. Et le fait que moi j'ai grandi au village, déjà, ça m'a donné la possibilité de traduire beaucoup de mots dans la langue. Et le fait d'être professeur de français, je suis professeur de stylistique en passant, ça fait que la langue française, je la maîtrise également jusqu'à un certain niveau très avancé. Parce que si vous connaissez une langue sans maîtriser l'autre, ça sera difficile de traduire. Il faudrait maîtriser les deux langues pour mieux traduire. Et donc le fait que je maîtrise ces deux langues-là, ça m'a permis de travailler de façon assidue pendant quelques 10 ans, de 2007 à 2017, pour sortir ce dictionnaire français Ngomba. Et jusque-là, je fais science du langage. Donc nous avons appris comment on crée les mots, comment on dérive des mots de certains autres mots qui existent déjà. Ça m'a permis de vaincre la difficulté des mots français, des réalités françaises qui n'existent pas dans nos langues, et des mots de nos langues, des réalités qui n'existent pas en langue française. Comment est-ce qu'il faut traduire ce genre de réalité? Et donc j'ai pu réaliser cela. Et soit dit en passant, c'est un dictionnaire général et scientifique, dont les termes scientifiques, les logarithmes, la trigonométrie, les probabilités, tous ces mots-là sont traduits. Ça veut dire que c'est très approfondi comme travail. C'est très approfondi comme travail, le centre de gravité, l'effet Joule, le mouvement ondulatoire, tout ce qui est science, c'est traduit jusqu'au logarithme et aux fonctions exponentielles. À côté de ce dictionnaire, vous nous avez fait savoir que vous avez quand même rédigé l'un des premiers textes en langue nationale après l'indépendance. Oui. Oui, les œuvres littéraires. Par exemple, nous avons, à partir de la langue, j'ai pu écrire une pièce de théâtre qui s'appelle Le Kokotala. Le Kokotala. En français, La chaise de mon père. Et un roman qui est Nangui. Nangui, l'animal que vous voyez là-bas. Oui. Donc... L'inventaire. Donc, on aura l'occasion certainement de parler pas à pas de chaque livre que vous avez posé. C'est quand même assez impressionnant de voir autant de publications. On se demande finalement à quel moment vous vous reposez. Tu disais, posé la question tout à l'heure, je réitère. C'est-à-dire qu'entre les cours à l'université, aux États-Unis, au Cameroun, on réussit quand même à trouver une vie associative. À trouver une vie associative et à trouver l'espace de création littéraire. Ça, c'est la passion. Quand on a la passion, ça permet de créer le temps. Et même, j'ai l'impression que chez moi, les jours ne durent pas 24 heures. J'ajoute une 25e, parfois une 26e heure pour produire. Puisqu'il faut en même temps être au pas
par rapport à la profession, il faut corriger, il faut faire des évaluations, il faut préparer les cours et créer le temps pour produire les œuvres. Et pas les œuvres seulement en français, mais également des œuvres en langue, comme vous voyez là, parce qu'il s'agit d'une révolution que nous préparons. Nous préparons, nous sommes là, we are laying foundations. Bon, je suis en anglais là. Bon, c'est la facilité à migrer d'une langue à une autre. Dans les fondations de la littérature camerounaise de demain. Il faut la bâtir maintenant. Il faut jeter les fondements maintenant. Parce que je dis à M. Foucault, je l'ai lui a dit de façon solennelle, que la littérature camerounaise n'existe pas. La littérature africaine, d'Afrique noire, n'existe pas. Nous pratiquons chez nous la littérature française prolongée et la littérature anglaise prolongée. C'est-à-dire ce qu'on écrit en français ou en anglais sur le prolongement de Shakespeare, en anglais sur le prolongement de Victor Hugo et de Corneille en français. La preuve est que c'est les tournures de la langue française, c'est les termes grecs, l'histoire grecque, les divinités grecques qui passent. Et c'est encore les gens qui écrivent avec le printemps, avec l'automne, avec l'hiver, étant camerounais. On sent bien que les réalités qu'on ne connaît pas au Cameroun. Les réalités qu'on ne connaît pas au Cameroun, on sent qu'ils répliquent, qu'ils reproduisent tout simplement la littérature étrangère. La littérature camerounaise sera dans les langues camerounaises. De toute façon, la littérature d'un pays est dans la langue ou les langues de ce pays. La littérature chinoise est en chinois. La littérature anglaise est en anglais. La littérature française en français. La littérature danoise en danois. Et j'ai eu donc à dire que quand on crée en littérature, quand vous changez de langue, une langue est véhiculée avec une langue véhicule la culture. On vous enseigne le français avec la culture française, le chinois avec la culture chinoise. Donc quand on fait la littérature dans une langue, c'est forcément dans la culture de ce peuple-là. Tout à fait. Et il faudrait donc préparer, jeter les fondations aujourd'hui pour que demain, il y ait une littérature véritablement camerounaise. Qui n'empêchera pas qu'on écrive également en français, mais qu'à côté de la littérature française prolongée, il y a la littérature camerounaise. Aujourd'hui, par exemple en Afrique de l'Est, Ngungi Wationgo écrit en Kikuyu. Il écrit en français, et puis il écrit en anglais, après il écrit en Kikuyu. Et il y a la littérature en Wolof, en Afrique de l'Ouest, et puis en Lingala et en Swahili. Il faudrait donc au Cameroun, sur nos 285 langues, on puisse produire des œuvres dans ces langues-là. Alors, professeur Ndemo Foping, on va dire qu'on va mettre dans quelques secondes un thème à la première partie, parce qu'on aura suffisamment de parties pour parler de cette littérature camerounaise, du moins la littérature impulsée par le Clafoua, comme celle qui se veut différente, celle qui veut se donner une nouvelle identité, identité qui doit s'étendre. Alors, peut-être votre numéro de téléphone avant encore de partir rapidement. Le numéro c'est 6 99 86 42 40 et dire que je suis à la fois directeur d'association et puis directeur de maison d'édition et donc tout ça c'est la même adresse. Et donc la deuxième partie ce sera pour une autre fois. Merci d'être passé à la radio, professeur. Grand merci monsieur Foucault. Ulrich Kemo était à la mise en onde ce soir. Régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux. Coordination centrale, Roger Kiek de Kiki. Supervision générale, le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Jean-Jacques Foucault, c'est moi. On se dit à jeudi prochain pour un nouveau texte. Bonne soirée. Eh bien, Royal FM. Royal FM. Royal FM. Royal FM 88.4. 88.4. 88.4. Oui, bidi bidi bidi.